Déjà, bonjour à tous, merci d'être là. Ce que on vous propose avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est très rapidement de vous dire qui nous sommes et puis vous expliquer également pourquoi nous intervenons ensemble. Voilà, ce qui va vous guider un peu sur le sujet qu'on va aborder. Donc, je me présente, donc Félix Gigliotti, je suis le directeur général de la MNFCT, la Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales. Et donc, j'ai le plaisir d'intervenir avec nos amis et collègues de la MNT qui vont se présenter juste après. La MNFCT, c'est une mutuelle qui aujourd'hui a 91 ans, donc qui est une mutuelle de territoriaux, donc aujourd'hui administrée par des territoriaux et qui œuvre sur le champ de la protection sociale complémentaire, c'est-à-dire la santé, la prévoyance et également la partie prévention de santé au travail. Alors pourquoi nous intervenons aujourd'hui ensemble avec la MNT, la Mutuelle nationale des territoriaux? Nous le faisons dans le cadre de la CAM, la coordination des assureurs mutualistes des fonctionnaires territoriaux, en fait, qui est une association qui regroupe divers mutuelles et quelques courtiers et qui aujourd'hui accompagne les représentants des employeurs, les représentants des agents, dans le cadre notamment de la réforme de la protection sociale complémentaire, pour les accompagner dans le cadre des échanges, notamment qui se font au sein du Conseil sup de la fonction publique. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'intervenir sur le sujet, un des sujets de la protection sociale complémentaire. Et donc je passe la parole à Jean-Marc Joussen. Alors, Félix a fait les présentations pour l'ensemble des mutuelles territoriales. En réalité, ce qui existe pour la MFCT, c'est le même schéma pour la MNT, la Mutuelle nationale territoriale, pas des territoriaux, mais territoriale. Donc, effectivement, j'en suis le directeur des affaires institutionnelles, c'est-à-dire un des administratifs. Mais comme vient de le préciser, en effet, Félix, pour sa mutuelle, pour la nôtre, c'est pareil. Double organisation, en quelque sorte. Une organisation comme toute mutuelle élective. C'est-à-dire qu'on a des élus qui représentent l'ensemble des adhérents de la MNT. Et vous avez une structuration aussi administrative, avec effectivement une DG, dont la direction des affaires institutionnelles. Donc l'idée, effectivement, c'est de vous parler en fonction de la thématique qui est propre au Congrès cette année, c'est-à-dire l'Europe. Comment nous, on peut raccrocher la protection sociale complémentaire des agents territoriaux à cette Europe? Ben, tout simplement parce que la PSC telle qu'elle existe à l'heure actuelle, c'est en partie grâce à l'Europe. On a peut-être oublié, apparemment pas tous, ce pourquoi la première réforme a existé, c'est que dans un premier temps, cette protection sociale complémentaire était attribuée par des mutuelles pour les agents publics d'une manière générale et pour les agents territoriaux en particulier, avec notamment l'arrêté Chazelle de 1962, avec son extension aux collectivités territoriales, sauf qu'à un moment donné, on a considéré, alors je ne vais pas sur les détails, on a considéré que c'était totalement illégal d'imaginer que seuls les mutuelles, alors les mutuelles c'est une forme juridique, un opérateur assurantiel avec une forme juridique un peu particulière qui est la mutualité, ce qu'on a expliqué un peu sommairement en disant qu'il y a effectivement cette double organisation dans une mutuelle, élu et administratif. Donc on nous a dit très clairement en 2005 précisément, c'est plus possible ça, c'est pas possible dans le cadre d'un marché européen. D'abord c'est ce qu'on appelle un régime d'aide d'État, et ça c'est formellement proscrit au niveau européen, donc ce que vous avez mis en place ne peut pas être accepté par l'Europe, conforté par une décision du Conseil d'État en 2005, et donc il fallait désormais faire quelque chose qui soit en compatibilité, en conformité avec ce que nous demandait l'Europe, c'est-à-dire pas un régime d'État, mais quelque chose qui soit une dérogation à ce régime d'État et que l'Europe accepte comme tel parce que, effectivement, il y avait des raisons qui expliquaient qu'on puisse faire une dérogation à ces régimes d'État. Ce régime d'État, encore une fois, n'existe pas, est formellement interdit. C'est-à-dire qu'on ne va pas privilégier, si vous voulez, soit un opérateur, soit une clientèle particulière, parce que ce n'est pas normal que d'autres pays ne puissent pas venir sur notre territoire en n'ayant pas ce type de privilège. Donc, l'Europe dit très clairement, ce n'est pas possible. Sauf que l'Europe a accepté parce qu'on a rempli les conditions. Alors je vous passe sur les détails, mais sachez que c'est un article qui est l'article 107 ce qu'on appelle le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dit très clairement dans un premier temps que sont incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou aux moyens de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Voilà, je l'avais déjà dit juste avant, mais voilà, formellement, ce que dit l'article 107.
Mais le dispositif qui est proposé par le gouvernement français à l'époque, pour remplacer ce qui existait avant, c'est bien un régime d'État, mais il a été considéré comme dérogatoire et que l'Europe acceptait parce qu'il y avait 3 conditions cumulatives qui étaient réunies dans ce que nous proposions, nous, État français. La première condition, c'est que le régime répond à un objectif d'ordre social. En clair, on essaie d'aider tous les agents des collectivités, de la fonction publique territoriale, actifs et retraités, et ça c'est important, désireux de contracter une assurance complémentaire de santé ou de prévoyance, à y accéder indépendamment de leur situation individuelle. Ainsi, la conclusion de ces contrats vise à favoriser la couverture des mauvais risques et doit en principe intervenir sans qu'il soit tenu compte de l'âge ou de l'état de santé des bénéficiaires concernés. Il y a bien une avancée sociale, je dirais, il y a bien une finalité sociale au dispositif qui est proposé par l'État français à ce moment-là. Deuxième condition, qui était là aussi remplie par la proposition du gouvernement français, c'est que l'octroi de la mesure se fait, de l'aide bien sûr, se fait pour des consommateurs individuels. C'est-à-dire que tous les agents, à titre individuel, peuvent bénéficier de cette protection. Et on ne dit pas, non, pas toi, tu as plus de 50 ans, tu ne vas pas avoir de... Non. Tous les agents dans une collectivité sont concernés par cette mesure-là. Bon, ça, c'était la deuxième condition que nous remplissions également. Mais troisième condition, c'était l'absence de discrimination liée à l'origine du produit. Alors ça, c'est justement ce qui a fait qu'on a considéré comme le dispositif d'aide qui existait jusqu'en 2005 comme étant un dispositif illégal. Parce que seules les mutuelles pouvaient proposer des produits santé ou prévoyance. Là, on nous dit très clairement, désormais, troisième condition, l'absence de discrimination liée à l'origine du produit. Si ce produit est proposé par une assurance privée, ou une institution de prévoyance, ou une mutuelle, alors ces produits peuvent être proposés indistinctement aux agents territoriaux. Fort de ça, on a accepté effectivement, donc du coup, que ce qui était proposé par l'État français puisse se concrétiser dans la législation française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, législation et réglementation française. Ça veut dire que la première réforme de la protection sociale complémentaire des agents territoriaux date d'une part d'une loi de 2007, une loi cadre, on va dire, qui donne la possibilité à tous les versants de la fonction publique de disposer de cette protection complémentaire, et décret d'application concernant la FPT, ce fameux décret du 8 novembre 2011, que vous connaissez peut-être tous autour de cette table, je dirais, virtuelle, qui donne la possibilité, enfin qui précise précisément, enfin plus précisément, qui définit ce que doit être les conventions de participation et la labellisation. Je dis ça parce que beaucoup pensent que les 2 procédures qui existent dans la FPT sont issues de ce décret. C'est pas vrai. C'est la loi d'août 2009 qui institue, qui crée ces 2 procédures. Et la précision de ces 2 procédures, c'est en effet le décret du 8 novembre 2011. Ce décret du 8 novembre 2011, c'est toujours du droit positif. C'est toujours quelque chose qui existe. Parce qu'en effet, il y a une réforme que vous connaissez, enfin, vous savez qu'il y a 2 ordonnances. Il y a une ordonnance relative à la PSC dans la fonction publique, d'une manière générale, qui date, elle, du 17 février 2021, mais qui n'abroge pas, du coup, le texte de 8 novembre 2011. Et puis, il y a une deuxième ordonnance, dont on parle moins, mais qui est pourtant tout aussi essentielle que la première. C'est l'ordonnance, toujours du même jour, puisqu'elles sont publiées le même jour, le 18, donc de la négociation et des accords collectifs dans la fonction publique. Enfin, en droit positif, quand je dis enfin, je parle bien du droit positif. Enfin, un décret du 20 avril 2022 qui est venu préciser les nouvelles obligations en prévoyance à partir de 2025 et en santé à partir de 2026. L'employeur public territorial doit mettre 7 € minimum pour chaque agent en prévoyance à partir du 1er janvier 2025 sur 2 garanties minimales que sont l'invalidité et l'incapacité, à hauteur de 90% du traitement net. Et de la même façon, alors, plus 40% des primes, j'ai oublié de le préciser pour l'incapacité. De la même façon, à partir du 1er janvier 2026, un minimum de 15 €, alors je ne parle pas du montant de référence parce qu'on s'en a rien à foutre, mais vous avez obligation pour l'employeur ou la collectivité de mettre 15 € en santé sur un panier de soins minimal qui correspond au panier de soins contenu dans l'article 911-7 du Code de la sécurité sociale. Voilà le panorama de ce qui existe à l'heure actuelle dans la possibilité, à partir
du 1er janvier 2025, d'avoir l'obligation pour les collectivités de mettre de l'argent et en prévoyance en 25 et en 26 pour la santé. Sauf que on a considéré qu'effectivement il fallait laisser les parties prenantes à la négociation, puisqu'on a désormais effectivement cette grande nouveauté qui est la négociation entre les employeurs territoriaux et les associations, enfin les organisations syndicales, qui peut créer de la norme. Cette négociation peut créer de la norme. Elle peut créer de la norme, et c'est la deuxième ordonnance, dans 14 domaines d'activité, dont la protection sociale complémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, au niveau local, on décide de passer, alors au niveau national on verra après, mais au niveau local, si on décide dès maintenant de passer à 50% de la cotisation en prévoyance, ou même 50% de la cotisation en santé, on peut le faire dès maintenant. Au niveau national, en revanche, les organisations syndicales versant territoriales au niveau national, plus les associations d'élus regroupées dans ce qu'on appelle la coordination des employeurs territoriaux, ont décidé de négocier quelque chose qui s'imposerait au niveau national et qui retomberait effectivement sur l'ensemble des collectivités. Il y a un accord qui date, lui, du 11 juillet 2023, qui embarque l'ensemble des collectivités avec l'accord, enfin, c'est vraiment un accord entre les OS et les collectivités, pour dire très clairement qu'à partir d'un certain moment, on pensait que ce serait à partir du 1er janvier 2025, mais ça ne sera pas le cas, et vous comprendrez très vite pour quelle raison, on a la prise en charge par les employeurs territoriaux de 50% minimum de la cotisation prévoyance des agents. Comment? Comme dans le privé. Sauf que le privé, c'est la santé. Et aussi la prévoyance, mais à 80%, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours en fonction des conventions collectives et des accords de branche. Bref, on a effectivement, en l'occurrence, possibilité d'avoir de la prévoyance. À 80% des entreprises privées sont couvertes, effectivement. Mais ce qui a été négocié dans le cadre de l'ANI en 2013, opérationnel en 2016, c'est bien 50% de la cotisation en santé. D'accord? Ça, c'est important. C'est d'autant plus important qu'il y a une sacrée différence avec ce qui se passe pour la santé, cette fois-ci, des agents territoriaux. Parce que je rappelle que nous sommes ici, parce que nous avons considéré, pour provoquer un petit peu la discussion, qu'il y a bien une injonction européenne concernant les fonctionnaires qui consiste à dire il faut que votre dispositif nouveau remplisse la condition essentielle qui est la solidarité intergénérationnelle et avec les retraités. Intergénérationnelle entre les actifs, mais aussi les actifs vis-à-vis des retraités. Vous avez assisté, alors vous me dites, c'est très bien, mais à quoi on assiste dans le privé à l'heure actuelle? On a plein de reportages, aussi bien dans la presse qu'à la télé, pour nous dire, mais les vieux, ils n'arrivent plus à payer leur cotisation santé. Parce que justement, n'a pas été, d'une manière approfondie, évoqué le problème des retraités. Ce qui veut dire qu'ils ont 3 ans, effectivement, où ils vont monter progressivement, mais après, les opérateurs assurantiels font ce qu'ils veulent. Ce qui explique d'ailleurs que quelques-uns ne peuvent plus avoir une cotisation dans une complémentaire santé. Donc, c'est ça qu'on dit très clairement. Nous, il faut que cette solidarité imprègne les employeurs territoriaux et on a des moyens pour concrétiser ce que je suis en train de vous dire. Alors, est-ce que, par exemple, on retrouve effectivement dans tout ce qu'on vient de vous dire des éléments de solidarité, ben ça, il suffit de voir effectivement simplement ce qui est dit par exemple pour la prévoyance. Il y a bien une solidarité intergénérationnelle pour les gens, puisque effectivement ceux qui partent dans un contrat collectif adhésion obligatoire vont payer la même cotise qu'on ait 20 ans quand on arrive dans la FPT ou quand on est 64 désormais quand on la quitte. Ça sera la même cotise. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe pour les retraités? Ça, non, c'est foutu rien. À l'instar de ce qui se fait pour l'instant, en tous les cas, à la santé dans le secteur privé. Mais en santé, en revanche, c'est un peu différent, puisque en santé, l'accord dont je viens de vous parler, qui n'est toujours pas transposé de manière législative, parle bien de la création d'un fonds de solidarité, avec une cotise où il y aurait 2% prélevés sur la cotise pour aller dans ce fonds de solidarité, pour qu'on ait une vraie solidarité d'abord entre les générations, et d'autre part vis-à-vis des retraités. Mais on est dans le flou complet, puisque pour l'instant, rien n'est... on discute de rien pour l'instant au niveau de la CET et des OS au niveau national. Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, ce que vous avez ici, effectivement, vous montre effectivement que
la négociation qui devait théoriquement commencer au premier semestre 2024 n'a pas commencé. En réalité, c'est maintenant qu'elle va commencer. Donc on a beaucoup de retard déjà, parce qu'on parle toujours de l'accord du 11 juillet 2023. En fait, c'est un accord partiel, puisqu'on a discuté uniquement de la prévoyance. La santé, elle continue à être négociée, et normalement, elle aurait dû commencer à être négociée au premier semestre 2024. C'est pas le cas, ils n'ont rien fait. Vraiment rien fait. Ils ont fait des trucs, mais pas sur la santé. Oui, bien sûr. Voire au milieu de l'année 26 pour certains ministères, en plus. Exactement. Ah non, non, mais puis en plus, il y a eu des problèmes de formalité pour passer l'appel d'offres. Hein, tu sais, bon, il y a eu plein de choses. Donc, c'est pas terrible au niveau de la FPT, mais c'est guère mieux, effectivement, au niveau de la FPE. On est bien d'accord. Bien sûr. Bah, nous, on regarde nos collègues de la FPE hein, pour voir comment ça se passe hein, aussi. Donc, alors, évidemment, les préoccupations ne sont pas les mêmes, les priorités ne sont pas les mêmes. Madame de Montchalin a voulu effectivement faire en sorte que c'est la FPE qu'on embarque plus facilement, parce que c'est quand même le gouvernement, donc c'est les ministères. Néanmoins, si la préoccupation de Madame de Montchalin, c'était de dire très clairement, on va faire comme dans le privé, on va mettre 50% pour la santé. Et c'est parce que les élus locaux ont souhaité effectivement se préoccuper plutôt de la prévoyance, à l'époque assez lointaine, maintenant c'était par une lettre du 18 décembre 2020, Philippe Laurent, porte-parole de la CET, dit très clairement, mais Madame de Montchalin, merci. C'est bien, mais nous, notre préoccupation, c'est la prévoyance. On a à peine la moitié de la population territoriale qui est couverte en prévoyance. Il faudrait peut-être faire des efforts pour ça. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez effectivement la seule obligation pour les employeurs territoriaux, c'est 20% d'un montant de référence à fixer. Donc c'est pour ça que je vous parlais de 7 € tout à l'heure. Mais 7 € sur deux risques aussi lourds que sont l'incapacité et l'invalidité, il est évident que ce n'est pas suffisant. Si on vous dit que la collectivité met que 7 €, mais qu'en réalité, la cotisation est de l'ordre, je vais dire une bêtise, mais de 40 € par exemple, vous allez expliquer à des gens que c'est une vraie avancée sociale d'avoir une prévoyance alors qu'ils n'en avaient jamais parlé, parce que la collectivité ne mettait pas de pognon, et qu'ils ne se préoccupaient absolument pas de ce qu'était la prévoyance. D'un seul coup, vous allez leur dire, c'est une vraie avancée sociale que vous payez chaque mois, surtout à des catégories C, je vais pas dire 40 € moins 7, ça fait 33. Comment vous dire ? Je ne suis pas sûr que l'agent de catégorie C soit très heureux de cette avancée sociale. Et nous, on n'arrête pas de dire, quand je dis nous, c'est les opérateurs, mais pas que nous. Et c'est pour ça qu'on a été entendu à un moment donné, puisque, en effet, par une lettre d'avril 2022, la coordination des employeurs territoriaux a proposé aux organisations syndicales de passer ces 7 € à 50% de la cotisation. Alors, je parle assez rapidement, je vais laisser mon collègue de directeur général de parler de la suite. Il n'y a pas de transposition législative. Pourquoi il y a besoin d'une transposition législative? Vous allez me dire, vous nous avez dit, mais c'est bien parce que désormais, vous avez un accord entre les élus et les associations syndicales, enfin les organisations syndicales, qui va devenir une norme. Donc il y a une portée normative. Oui et non. Les OS sont bien mandatés par leurs syndicats, sauf que les associations d'élus ne représentent qu'elles-mêmes. Il n'y a aucune obligation, ce n'est pas un MEDEF territorial, si vous voulez, en quelque sorte. Il y a une délégation de la part des entreprises vis-à-vis du MEDEF, comme le CPME, désormais. Mais ça n'existe pas, ça. Libre administration des collectivités territoriales, article 72 de la Constitution, hors de question. Ça n'existe pas. Donc, pour avoir une valeur contraignante au niveau national, il n'y a qu'une solution. C'est qu'il faut que ça soit de la loi. Et c'est pour ça qu'il faut une portée législative aux accords nationaux. Ce qui n'est pas le cas, en revanche, pour les accords locaux. Mais pour les accords nationaux, il faut impérieusement, pour que ça s'applique à l'ensemble du territoire, une loi. Donc l'idée originelle, je dirais même, c'était de porter cet accord dans le projet de loi Guérini, souvenons-nous de ce fameux projet de loi Guérini, où tous les OS sont vent debout. Mais l'idée, c'était de porter dans ce projet de loi Guérini. Il y a eu un remaniement, donc c'était prévu au premier semestre 2024. Après, c'est passé au deuxième semestre, et la suite, vous la connaissez. Comment vous dire, pour l'instant. Deux axes de travail visiblement pour la CET, la coordination des employeurs territoriaux. Soit on demande, à l'instar de ce qui avait été fait pour la FPE, que ça passe dans ce qu'on appelle le PLFSS 2025. Mais, alors quand je dis à l'instar, c'est la comparaison n'est pas raison. C'était possible pour l'accord FPE de le passer dans le PLFSS 2024.
Cette année, vous l'aurez compris, on est dans un environnement où il faut trouver du pognon. Le PLFSS va être terrible. Je ne pense pas que la priorité de gens qui ont fait le PLFSS pour 2025 soit effectivement la transposition législative de l'accord entre la CET et les OS versant territorial. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse réussir à convaincre ceux qui ont édicté cette PLFSS d'y ajouter en plus. Alors bien sûr que ça n'entraîne pas de pognon du tout pour l'État, mais il n'empêche que, bon, on est dans un cadre contraint quand on regarde le PLF d'une part et ensuite le PLFSS d'autre part. Ça paraît très compliqué, eu égard aux différentes discussions qui vont avoir lieu à l'occasion de ces deux projets de loi qui sont emblématiques, qui concernent où trouver le pognon et comment on va le trouver. Donc, ça paraît difficile d'imaginer qu'on ait une conversation un peu de côté sur l'accord. Autre possibilité, autre axe de travail, c'est de se dire qu'on fait passer par proposition de loi au Sénat, l'accord, qui est déjà prêt, visiblement, la proposition de loi est prête, et ensuite on la fait porter par un sénateur ou une sénatrice, ou plusieurs sénateurs, plusieurs sénatrices, pour ensuite, une fois accepté par le Sénat, passer ensuite à l'Assemblée nationale. C'est un autre sujet, on verra ce qu'il en est, mais je pense que dans l'année qui suit, on va avoir effectivement quand même l'aboutissement, on va dire, de cette procédure qu'on attend avec impatience, tous autant que nous sommes, que ça soit les OS, surtout les OS, que ça soit la CET, parce que aussi, quelque part, c'est le premier acte où l'État ne nous emmerde pas. Alors je dis nous parce que je me mets dans la partie prenante, même si je suis qu'un opérateur. Mais c'est la première fois que le gouvernement dit très clairement, ok, vous débrouillez, vous faites comme vous voulez. Et donc, la CET, fort de ce premier acte de responsabilisation, a envie que cet accord soit transposé législativement. Et donc je pense qu'il va y avoir, c'est pas que je pense, je le vois déjà, la CET fait tout ce qui est en son pouvoir pour réussir à faire passer ce texte sous quelque forme que ce soit pour qu'il y ait cette transposition législative. Donc je pense que dans l'année qui suit, on va avoir cette transposition législative. Alors, sous quelle forme, ne me demandez pas, parce que là, pour l'instant, c'est un peu hasardeux de se projeter au bout de 3 mois, plus loin que 3 mois, c'est juste pas possible. Mais ça passera. Alors, tout ça pour vous dire. Quelle heure il est ? Oui, déjà. Je passe assez rapidement pour céder la place à mon collègue directeur général de la MNFCT. Pardonnez-moi. Alors, ce qui peut être intéressant maintenant de développer, c'est effectivement de dire ce qui existe en termes de, pour la santé, en termes de solidarité, comment elle se concrétise dans les réformes, puisque en fait la première et la deuxième ne bougent pas sur ce plan-là, et je laisse la parole peut-être à Félix, pour que tu puisses nous expliquer, Félix, comment ça fonctionne. Mais ça, vous le savez, mais on essaie de théoriser un petit peu pour que vous compreniez bien et que ça soit effectivement quelque chose de très pédagogique. Tout à fait. Donc en termes de solidarité, on va aborder la question des dispositifs. On parlait tout à l'heure de la fonction publique d'État. Donc vous avez vu, ce sont des conventions de participation à adhésion obligatoire. On l'a rappelé à l'instant, en prévoyance, ce sera, et on en est très heureux parce qu'il y avait un défaut de couverture, et on le verra, on en parlera tout à l'heure sur la prévoyance, ce sera aussi une convention de participation à adhésion obligatoire. Par contre, en santé, aujourd'hui, dans le cadre de la réforme, est laissé encore, en termes de dispositif, le choix entre la convention de participation, adhésion facultative aujourd'hui, et qui pourrait, si les textes étaient modifiés, devenir à adhésion obligatoire, et la labellisation. Et en fait, en termes de solidarité, on voulait aborder une conviction qui pour nous est forte, c'est l'avantage du dispositif de la labellisation au niveau de la solidarité. Voilà. Donc en fait, deux choses. D'abord au niveau de la couverture. En fait, quand vous êtes en convention de labellisation à adhésion facultative, vous êtes sur un périmètre qui est beaucoup plus réduit. C'est-à-dire que vous allez avoir un encaissement de cotisation, un versement de prestations, mais sur une population qui est plus ou moins réduite. Force est de constater également, on en parlait juste à l'instant, de solidarité avec les retraités. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu les oubliés de la réforme, et souvent, on se rend compte que dans les conventions de participation est demandé un tarif pour les retraités, mais que finalement, les retraités sont plus ou moins bien couverts, et finalement, dans la durée, c'est un peu compliqué pour eux.
Au niveau de la labellisation, l'avantage que vous avez en termes de solidarité, c'est que la couverture, elle est beaucoup plus grande. Elle est entre un nombre plus important d'adhérents, elle est entre des jeunes, des moins jeunes, des retraités. Donc finalement, la mutualisation se fait beaucoup mieux. Et donc finalement, la mutualisation, elle joue sur la tarification. Et donc vous avez une tarification qui est beaucoup plus équitable ou juste, je pourrais me permettre. L'autre élément qu'on rencontre aussi, et peut-être c'est dû dans le cadre des conventions de participation, aujourd'hui on a vu finalement que dans le temps, une convention de participation, donc c'est sur une durée de 6 ans, et donc vous avez des conventions d'encadrement. Et aujourd'hui, en tant qu'opérateur, même si en tant que mutuelle, on n'a pas besoin de faire de bénéfices parce qu'on n'a pas d'actionnaire à rémunérer, il faut à minima qu'on équilibre ce qu'on appelle nos frais de gestion, c'est-à-dire nos frais de fonctionnement. Et donc à un moment, quand vous percevez moins de cotisations et que vous versez plus de prestations, à un moment, vous êtes obligé d'augmenter les tarifs. Et force est de constater aujourd'hui qu'entre les conventions de participation, c'est-à-dire le marché collectif et le marché de l'individuel, les augmentations sur le marché collectif sont souvent supérieures à 2 points. On a vu des augmentations de 10-12%, alors que sur l'individuel, on est plutôt sur des augmentations qui vont entre 5 et 8%, avec souvent une inflation des dépenses de santé de l'ordre de 5% ces dernières années. Donc on voit aussi que, en termes sur le temps, en termes de maîtrise au niveau des cotisations, vous avez cette stabilité. Et aussi, ce qu'on a pu voir, c'est que sur les contrats individuels, vous n'avez pas de résiliation. Souvent, les résiliations, c'est plutôt l'adhérent qui le fait, mais les opérateurs résilient très rarement. Par contre, sur les conventions de participation, vous avez encore eu des cas où, à un moment, l'opérateur, ou à un moment même la collectivité dit « on arrête » parce que le tarif soit devient insupportable, soit du côté de l'opérateur parce qu'il dit lui-même que à ces conditions, il ne peut plus continuer. Et là, vous vous retrouvez dans des situations qui peuvent être dramatiques, c'est-à-dire des fois, à 4 ou 5 mois, vous vous retrouvez sans couverture au niveau de vos agents. Donc on voit également que vous avez un autre risque qui peut apparaître, c'est au niveau du cahier des charges. On le disait tout à l'heure, c'est que vous pouvez avoir dans les conventions de participation, parfois, des restants à charge qui sont un peu trop importants. Et donc on peut avoir finalement un système qui fait que certains agents pourraient ne plus être couverts sur certaines pathologies. On voit bien qu'au niveau des contrats dits de labellisation, ils sont encadrés, ils sont soumis à ce qu'on appelle les contrats responsables. Donc on a une couverture qui est plus équitable et plus solidaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est fervent, je dirais, défenseur de la labellisation. Et à un moment où on parle également, je dirais, d'un élément qui est important, c'est le coût. Et je sais que les ressources au niveau des collectivités, c'est quelque chose d'important. C'est aujourd'hui un des mécanismes qui, finalement, est le moins cher pour une collectivité. Je te recède. On a l'impression qu'on part de rien avec cette deuxième réforme. Je rappelle que la première date de 2011. Et que depuis cette deuxième réforme, encore une fois, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait au niveau des collectivités. Alors, cette cartographie que je vais vous montrer là a la volonté de vous montrer qu'en réalité, les collectivités, déjà, depuis pas mal de temps, investissent dans la participation, dans la protection complémentaire de leurs agents. On a demandé à nos troupes sur le terrain de récolter tous les chiffres des collectivités qu'elles connaissaient qui participent. Parce qu'encore une fois, c'est une option pour l'instant. Jusqu'en 2025, pour l'instant, la collectivité est libre de mettre de l'argent aussi bien en prévoyance qu'en santé. Donc on a demandé à nos troupes d'aller chercher sur le terrain toutes les collectivités qui participent, en sachant qu'on a cette volonté d'exhaustivité qui consiste à dire même celles qui ne sont pas à la MNT. Ça nous intéresse de savoir un petit peu comment ça fonctionne au niveau du territoire. Les premiers chiffres qui nous ont montés, c'était effectivement couvrir simplement 59% des collectivités, alors que la dernière date que nous avons faite, c'était il y a à peine 15 jours, on en est à 80%, 78% des collectivités. Mais évidemment, ça ne ressemble pas au nombre d'agents, puisque vous savez bien que effectivement, les petites collectivités n'ont pas grand monde, et les grosses collectivités en ont beaucoup. En revanche, 59% de collectivités, et c'est passé à 80%, ça représente désormais 85%. Donc en clair, ce que je suis en train de vous dire, et on va vite aller plus loin, je passe les 2 prochaines slides, parce qu'on ne va pas s'embêter la vie, on va arriver à cette conclusion. Ah, il me manque la conclusion, c'est pas grave. Donc simplement pour vous dire qu'en réalité, on était à peu près, avant la première réforme, à peu près 50% de la population territoriale qui n'était pas couverte en prévoyance.
Maintenant, il reste 3 agents sur 5, on va dire, à couvrir. Et dans ce que je dis, 3 agents sur 5, ça peut être plus. C'est les chiffres, n'oublions pas, non seulement il n'y a pas d'obligation pour les collectivités, mais il n'y a pas non plus d'obligation pour les agents. Donc dans les chiffres où tout est facultatif, il reste 3 agents sur 5 à couvrir en prévoyance. Donc a priori, à partir de la transposition législative de l'accord dont on a parlé tout à l'heure, on devrait doucement mais sûrement, pas d'un seul coup d'un seul, parce que je ne crois pas en effet que les collectivités accepteront tout de suite de mettre 50% de la cotisation. C'est pas qu'elles voudront pas, c'est qu'elles pourront pas. Donc ça va se faire au gré des années, et on va avoir, dans les 10 ans qui suivent, je pense, toute la population territoriale qui sera couverte en prévoyance. Donc il n'y aura plus de chiffres de ce type-là. Oui. Ah, j'ai cru mal comprendre. Donc, non, je me répète, on est bien d'accord que ce soit du labellisé ou de la convention, les deux respectent les contrats responsables, le décret de 2011, et sont conformes à la loi. Hein. Oui. Voilà, il n'y a pas de... C'est ça que je veux dire, oui, bien sûr. On est d'accord. Et de la même façon... Les conventions, pour moi, ce sont des contrats responsables. Oui, c'est forcément des contrats responsables. Surveillés par des AMO et tout ça. Bien sûr. Okay. Et enfin, bon, pour la santé, c'est pareil, mais à l'heure actuelle, ce qui est proposé dans la deuxième réforme, pour l'instant en tous les cas, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, la négociation en santé ne fait que commencer, et je suis bien gentil en disant ça, pour l'instant, 3 possibilités. On peut faire toujours le contrat labellisé, comme l'a rappelé notre DG. De surcroît, on peut parfaitement aussi faire une convention de participation en santé. Et troisième possibilité, ce que je vous disais avec la deuxième ordonnance sur la négociation, on peut faire un accord local avec les syndicats majoritaires dans la collectivité pour embarquer sur un contrat collectif adhésion obligatoire les agents de la collectivité. Donc vous avez ces 3 possibilités-là. Martin. Oui. Ce qu'on a annoncé à tout le monde, c'était les 7 € de participation obligatoire au 1er janvier 2025. Par contre, et c'est peut-être de notre faute, on a oublié de leur dire que ça changeait aussi les règles des contrats. Et par exemple, que se passe-t-il pour une convention qui avait prévu l'IJ et l'invalidité à part? Ou les contrats labellisés de la MNT, par exemple, qui étaient d'anciens contrats labellisés, qui demain ne le seront plus s'ils avaient le choix entre l'IJ et un val. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire aux gens? On doit leur dire la vérité. Je veux dire qu'a priori, à partir du 1er janvier 2025, il y a bien 2 garanties qui sont couvertes. Ce qui veut dire, en ce qui nous concerne, par exemple, que tous les contrats labellisés n'existent plus en tant que tels au 1er janvier 2025, mais qu'on va proposer dès maintenant, parce que c'est maintenant... C'est 2 mois. Je sais bien. Mais... 2 mois, et vous connaissez l'inertie d'une grande collectivité. Bien sûr, bien sûr. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en clair, la réforme s'applique théoriquement à partir du 1er janvier 2025, mais on a tous bien conscience qu'elle va se mettre en place doucement mais sûrement. Donc que ça soit pour les 50% de cotisation comme pour les 7 €. 7 €. Non, mais c'est pour ça que je te dis. Mais je disais ça tout à l'heure par rapport sur 50% de cotisation, parce qu'effectivement, ça va être compliqué. Mais même sans être compliqué en ne mettant que 7 €, il y a des collectivités qui n'ont jamais rien mis, ou des collectivités qui ont mis, par exemple, 10 € en aval, ou en incapacité, peu importe, mais on leur demande de prendre aussi en charge l'autre risque. Ce qui veut dire qu'effectivement, tous les contrats, quels qu'ils soient, que ce soit du contrat collectif, convention de participation, adhésion facultative si vous préférez, ou contrat labellisé, il faut les changer. Et ça va se faire, allez, on va commencer au 1er janvier 2025, mais ça va se faire doucement, ça aussi. Et pourtant, les textes prévoyaient, alors, qui n'ont pas été ratifiés tout ça, mais ils prévoyaient que les conventions en cours avaient la possibilité de durer jusqu'au 1er janvier 2027. Ouais. Non, ça c'est l'accord, ça. Ça c'est l'accord. L'article 4 de l'ordonnance dit très clairement que les conventions de participation en cours peuvent aller jusqu'à leur terme. Oui, donc une convention qui aurait l'IJ de base, puis option inval, puis option décès, elle peut rester en place. Elle peut rester en place, mais à condition que tu aies un avenant qui explique que désormais c'est obligatoire d'avoir et l'inval et l'incapacité. Ah bah oui, qu'est-ce que je dis, c'est pas... Ah, c'est énorme, bien sûr que c'est énorme. On sait très bien que ça va foutre un boxon monumental. Mais... Et ça, on n'en a pas. Non. On n'en a pas parlé. Alors, je dis on. Oui, globalement. Une collectivité, on essaye juste de leur faire savoir qu'il y a déjà les 7 € d'obligatoire. Mais ça, c'est une révolution. Pour ceux qui ont fait
Mais ça a commencé sur le terrain. Tu sais, tant vous que nous, on a commencé à leur expliquer tout ça. Bruno sera là pour en parler. Mais on est bien d'accord. Mais c'est pour ça que je dis, il ne faut pas s'affoler. Ça ne sera jamais en place au 1er janvier. On est d'accord. Après, il y aura peut-être des systèmes où on voit aujourd'hui des collectivités pour faciliter justement que les agents prennent les bonnes garanties, vont peut-être en profiter pour augmenter, quand elles le peuvent, le montant de leur participation. C'est des solutions pour faciliter. Il y a des systèmes qui existent, après elles le peuvent ou elles ne le peuvent pas, bien entendu. On va parler local, on prend Eurométropole de Strasbourg, ils ont une participation qui est importante mais qui va couvrir une partie d'IJ. Si on part sur l'invalidité sur lequel ils sont peu, elle est très chère, c'est un gap, c'est un vrai gap, et c'est pas 2 mois qui suffisent à préparer ce gap, c'est ce qui m'inquiète dans le principe. Et donc, voilà, soit ils disent on garde les garanties anciennes, par exemple MNT, SEA, MNT, et on fait les autruches, on ne dit pas que c'est plus labellisable et on continue à partir. La ligne directrice de la MNT, c'est de dire très clairement la vérité. Oui, on dit la vérité. La collectivité est-elle en capacité de prendre le tournant ou le virage aussi serré qu'il soit? C'est pas dit. Non, mais ça, on le sait très bien. Voilà. On le sait très bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on laisse le temps au temps. C'est clair. Pour les entreprises, on n'a pas laissé le temps. Il y a encore des entreprises qui ne sont pas encore à 50%, désolé, mais les petites entreprises, il y en a quelques-unes qui restent. C'est 2017. Ça a été Le de l'égalité sera là pour le rappeler, effectivement. C'était 2016 à 2011 et après ça Juste s'est une fait. réflexion qui me vient à la présentation très intéressante de votre présentation. C'est que dans le privé, nous avons une histoire de négociation entre les organisations patronales et les employeurs qui est historique. Dans la fonction publique, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Donc du coup, l'organisation syndicale fait des propositions, elles ne sont jamais retenues par les collectivités. Enfin, bien souvent. Parce qu'on nous dit, bah non, c'est pas prévu, etc. Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas négocier avec les organisations syndicales dans les collectivités territoriales et la fonction publique en général, alors qu'on sait le faire dans le privé. Et c'est pour cette raison que dans le privé, on a réussi, avec historiquement les années, et puis vos organismes, à trouver le chemin. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une prise en charge beaucoup plus importante, parce qu'il y a eu de la négociation. Le problème, c'est que, là, vous parlez des 3 fonctions publiques, il faut qu'ils apprennent à négocier. C'est ce que j'allais vous dire. Cette culture de négociation, c'est l'ordonnance qui l'exige désormais, la 2e ordonnance du 7 février 2021, qui dit très clairement, il faut apprendre à négocier, messieurs, dames. Et c'est pour ça que la CET, comme je le disais tout à l'heure, est particulièrement... pour elle, c'est particulièrement important que cet accord puisse être transposé législativement. Parce que c'est la première fois qu'en responsabilité, tant les élus que les OS ont réussi à passer un accord ensemble. Et ce n'était pas le plus simple. C'était pas le plus simple. On va mettre l'Alsace à part, Alsace-Lorraine, parce que en Alsace-Lorraine, ça fait 80 ans qu'il y a des négociations, ça fait 80 ans que 80% des collectivités participent et à au moins 20%. Donc, rendons à César ce qui appartient à César. Il y en a qui sont à 100%. Oui, Des grosses collectivités. validé avantage acquis en 84 et tout ça. Oui. Mais voilà, ils ont su négocier. En formation, on m'a toujours dit que la Moselle et l'Alsace avaient eu un temps d'avance sur la négociation. Et on n'en parle voilà, encore aujourd'hui. l'exception, c'est ceux qui ne participent pas. Ceci dit, j'ai une réflexion pour enchaîner là-dessus. Parce que tu disais tout à l'heure que certains vont revoir effectivement leur montant de participation. Et effectivement, dans les premiers contacts que j'ai eus avec mes collectivités, il y a deux types effectivement. Ceux qui ont encore un petit peu d'argent, qui disent, bon, bah effectivement, on avait mis au départ, ils n'étaient pas dans les clous, qu'ils avaient mis que 5 € à la base. Bon, bref. Mais ça fait 10 ans, donc on va peut-être le revoir, effectivement, ils ont doublé. Et d'autres, où j'ai eu le discours, et là, dire, mais monsieur Paulin, c'est pas à moi, collectivité, de payer votre réforme. Oui. Tu vois, ce type de réflexion. Mais on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de sanctions, certes. Mais il y a des contrôles de légalité encore en préfecture, même s'ils sont peu opérationnels, ces contrôles de légalité désormais. Mais ça, c'est effectivement des choses qui ont été dites, d'ailleurs, par le ministre à l'époque, en disant très clairement qu'on sera très attentif à l'application de cette réforme. Donc ça veut dire qu'en effet, je vous ai dit effectivement
qu'il n'y a pas de sanction et que ça s'est allé dans le temps, mais pas de trop. Pas de trop. Ça ne serait pas la première fois qu'on voit ça d'ailleurs, hein, demain. La sanction, elle sera par l'URSSAF. Hein. Vous aurez une ordonnance qui dira que lors du contrôle, etc., l'URSSAF constatera que et constate qu'il n'y a pas la cotisation minimum et elle restera sur la valeur. Ça sera le passage en obligatoire. Ah oui. Ils vont se gaver là-dessus. Ah oui, Même, il y a des gens qui sont lancés dans le CCO d'ailleurs, contre le collectif. C'est passer du facultatif au obligatoire. C'est une grande révolution. Il faudra le faire admettre par le personnel de la fonction publique. Et moi, sur une partie du personnel de la fonction publique. Et meilleure solidarité. La grande révolution. Et de contacts que j'ai eu divers et variés sur les 18 derniers mois sur ces problématiques-là, ils ont du mal à admettre ce caractère obligatoire du système. Et, les grandes collectivités, la plupart du temps, du moins d'Alsace-Moselle que je connais mieux, ont l'habitude du facultatif, particulièrement sur la prévoyance. Les frais de santé, ça dépend comment... mais il y a cette difficulté-là. Et sur l'Alsace-Moselle, il y a un étage qui est entre le régime obligatoire de sécurité sociale et la protection sociale complémentaire. Il ne faut pas l'oublier, c'est le régime local Alsace-Moselle, dont j'ai la présidence, dont j'ai la digne présidence. Vous avez aussi une exemption de droit. Je me rappelle, votre ministre a dit... Si, il y a une exemption de droit, mais dans le privé qui est quasiment pas appliquée. Hein, mais c'est les mêmes. 99,9% ils sont au régime local et ils ont leur complémentaire santé obligatoire dans les entreprises. Attention. Il y a très peu d'entreprises qui le réclament. Mais il y a, effectivement, le salarié peut dire, écoutez, moi je suis au régime local, je ne veux pas rentrer dans la protection sociale complémentaire. Et ça, c'est l'autre particularisme que nous avons. Et là, ce serait très dommage que ça arrive. Mais bon, je pense que les Alsaciens mosellans connaissent le régime local et l'intérêt qu'on peut avoir. Parce que derrière, le coût pour la collectivité locale est aussi importante. Oui. Parce que c'est 40% de moins de cotisation sur la protection sociale complémentaire. Et donc, économiquement, c'est à la fois intéressant pour le salarié comme pour la collectivité locale. Oui. Parce que c'est quand même, en termes de coût global, surtout pour les grandes collectivités, ça va avoir un impact. L'obligatoire, c'est une possibilité et c'est uniquement sur la prévoyance? Non, la possibilité, c'est uniquement sur la santé. Obligatoire. Oui. L'obligatoire va être en prévoyance. Obligatoire à partir du moment où il y a transposition législative de l'accord qui est signé le 11 juillet 2023. Et en santé, ce sera une option. Toutes les collectivités, ça sera obligatoire pour toutes les collectivités. Mais ce n'est pas encore le cas. Oui. Les collectivités ont des gros problèmes financiers, donc à un moment... La santé, ça viendra dans les années qui suivent aussi. Oui, c'est 2026. Non, plus tard, 3-4 ans, ça viendra. Excusez-moi. Je n'ai pas compris votre lien avec l'intergénérationnel, les retraités, comment en fait. C'est énorme. En fait, et c'est un sujet, c'est que aujourd'hui, en fait, c'est un peu les oubliés de la réforme, quelque part. Voilà. Et c'est le sujet qu'on voulait traiter un peu après, qu'on peut traiter aujourd'hui, c'est que sur ce marché, on va avoir un développement du collectif. On en parlait. Je dirais que quand on regarde un peu ce qui s'est passé sur l'ANI, il y a 10 ans, on devait être à, voilà, je dirais, à peu près 47 en collectif et un peu plus. Et aujourd'hui, 37 en collectif et un peu plus en individuel. Aujourd'hui, on doit être à 50-50 au niveau de l'ANI sur la santé. Je parle au niveau de la santé. Et on voit bien que finalement, ça va aussi se passer dans la fonction publique territoriale. Donc on va avoir une montée en puissance des conventions de participation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Alors, vous allez dire, on parle un peu pour notre paroisse, mais aujourd'hui, nous, mutuelles, on a à peu près dans nos portefeuilles, on va dire, à peu près 40% de retraités. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas, je parlais tout à l'heure, même si on n'a pas d'actionnaires à rémunérer, mais aujourd'hui, et puis heureusement, on va vivre de plus en plus vieux, mais malheureusement, on sait qu'on va vivre de moins en moins en bonne santé et voilà, on va avoir une augmentation. Donc aujourd'hui, vous avez des opérateurs qui arrivent et qui finalement n'ont pas de portefeuille de retraités. Et donc, ils vont se mettre sur les actifs, vont faire des tarifs hyper bas. Et donc, ce qui fait qu'on risque même, nous, dans nos portefeuilles, d'avoir des actifs qui vont se dire finalement, je vais aller où c'est le moins cher. Et donc, vous allez avoir une dérégularisation du marché. Et en fait, vous allez avoir les gens qui sont fragiles ou en santé fragile ou les personnes qui sont beaucoup plus âgées. Jean-Marc en parlait tout à l'heure.
des cotisations qui vont monter de plus en plus, voire des opérateurs qui peuvent même disparaître. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. Et aujourd'hui, on voulait vous parler en plus on est sur le sujet de l'Europe, d'un système qui existe en Europe qui s'appelle la caisse de compensation. En fait, cette caisse de compensation qui a été, on peut peut-être passer les slides, Yannick, avec quelques exemples aujourd'hui qui existent, soit en Suisse ou en Allemagne. Qu'est-ce qu'elle prévoit, cette caisse de compensation? C'est finalement de venir réguler. Et en fait, on a un principe de régulation qui va venir dire, je vais le faire de manière très simple, on vous passera les slides si vous le souhaitez, qui va se dire, ben voilà, on va regarder aujourd'hui, et en fait, on va avoir les organismes finalement qui jouent le jeu et qui continuent finalement à assurer des personnes qui sont une santé beaucoup plus fragile ou des personnes qui coûtent plus cher parce qu'elles sont plus âgées. Eh ben, on va regarder ceux qui ne le font pas, et celles qui ne le font pas, eh ben, en fait, elles vont verser une contribution qui va être perçue au niveau d'un organisme de régulation et qui va la reverser aux autres finalement structures pour permettre justement de continuer à réguler un peu le marché et de ne pas arriver dans ces dérives qu'on risque de voir aujourd'hui. C'est-à-dire que des... Dans le secteur privé, bien sûr. C'est ça l'idée. La vraie injonction de l'Europe, elle est là. C'est créer... Alors, faites en sorte qu'il y ait une vraie solidarité entre les actifs et les retraités. C'est ça. Et donc ça, c'est un outil qui permet de le faire et qui existe en Europe en plus. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que nous, c'est un discours qu'on a depuis 10 ans, hein, et ça passe toujours pas. Oui. Alors que plein de pays autour de nous, on ne parle pas de la Suisse parce que c'est pas l'Europe, mais non. On a d'autres pays, effectivement, l'Allemagne par exemple, ou même les Pays-Bas. Les Pays-Bas également, oui, tout à fait. Qui ont mis en place ce système qui est un peu complexe, mais la complexité, elle est résolvable. Celui des Pays-Bas, si tu veux, Yannick, c'est juste après. Ça revient à l'origine de la culture de la protection sociale qui n'est pas tout à fait la même, entre les pays. Bien sûr. Le système on est tout à fait d'accord, etc. Donc ça réinterroge la culture de la protection sociale. Avant, c'était la Sécu, et mutuelle. Oui, pourquoi dans le dispositif, ils n'ont pas pensé au même système que le privé, avec l'AMI, c'est-à-dire la portabilité pendant 1 an pour les retraités. Il y a eu à une époque où il y a eu une augmentation conséquente des cotisations collectives pour justement pouvoir faire face. Qu'est-ce qu'on fout là-dedans? Qu'est-ce qu'on fout là-dedans? Après, il y a c'est dégressif. C'est après les opérateurs font ce qu'ils veulent. Une petite méprise sur le retraité. C'est vrai, combien de temps ça durera? Le retraité, il a droit à 1 an au tarif. Exactement. 25%, puis 50% de la cotisation. Et après. Plus la perte de la participation. Après, les tarifs deviennent libres après pour la salle. Donc on a aujourd'hui, et j'en suis témoin, et en Alsace en particulier, c'est vraiment ce en quoi je rejoins tout à fait ce discours. Et le grand danger, c'est que les retraités ont été complètement oubliés, voilà, et les victimes de ce système et de cette loi E20. On dit, on vous protège pendant 3 ans. Ça veut dire que les grands courtiers que on côtoie tous les jours, ils ne font même plus de tarifs retraités. Ils disent, les 3 premières années, je les laisse au même tarif, et après, dégagez. Et feu, parce que vous êtes malade. Juste, je suis dans une organisation syndicale, donc nous avons négocié au niveau national avec vos organismes, donc une complémentaire santé pour nos retraités. Donc ils adhèrent à notre syndicat et ils bénéficient parce qu'on a une surface importante qui permet d'avoir de cotisants et d'adhérents, ce qui permet à nos retraités de pouvoir avoir une protection tout à fait correcte à un prix tout à fait correct. Oui, mais ce qui n'est pas normal, c'est que l'ensemble des retraités. Non, mais je suis. Et puis vous avez des tarifs qui sont corrects. Pour rappel, les mutuelles sont nées et sont gérées par des organisations syndicales. Mais vous pouvez tenir ça. Voilà, nous on est nés les autonomes en 46, toujours pour les vous pouvez tenir ça que si vous avez une solidarité avec les actifs. Bien sûr. Si vous faites un contrat retraité mais que vous n'avez que les retraités, c'est mort. Parce qu'un retraité à 70 ans consomme 7 fois plus qu'un actif. Et malheureusement, on est les premiers, on est tous d'accord là-dessus, et on essaie de défendre tous les intérêts des retraités, mais la loi E20 est une catastrophe à ce niveau-là. Le contrat obligatoire, c'est très bien, mais c'est la clause du grand-père. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'exemptions que ne rentreront que les jeunes nouveaux. Voilà, il y a toute une période ou pas. Mais que fait-on de cette solidarité qui existe? En tout cas, moi, je ne connais que le côté local
Depuis 80 ans, les actifs, ils savent qu'ils cotisent un peu plus parce qu'ils doivent participer à la cotisation des retraités. Et ça passe pas. Et si ça passe pas dans la loi et dans l'obligatoire, ils vont être laissés sur le trottoir. Voilà, comme la loi EVA. Il n'y a qu'un régime qui fait ça en France, c'est le régime local Alsace-Moselle. On est bien d'accord. Parce que le régime local Alsace-Moselle, le taux de cotisation est identique que tu sois retraité ou pas. Et il va même au-delà, avec un haut degré de solidarité, parce qu'il dit que ceux qui ne sont pas redevables de la CSG, CRDS sont exonérés des cotisations et bénéficient du régime. 25% de nos retraités bénéficient du régime sans y cotiser. Vous savez bien que MUTES, c'est le régime local. C'est une longue histoire. Mais parce que vous avez un côté obligatoire. Oui. Et il n'y a que par le côté obligatoire qu'on y arrivera. Parce que sinon, ça c'est une modalité pour effectivement. La seule solution pour maintenir ça, c'est le caractère obligatoire. Exactement. Ça, je ne veux pas dire le contraire. Notre mutuelle, c'était vous signez au syndicat, vous signez à la mutuelle, c'était obligatoire. Et maintenant, et demain, si effectivement vous avez un Alan qui arrive sur le marché et qui dit, moi je prends tout le monde. Ah, c'est dommage, il y a 50% des retraités qui n'aiment pas l'informatique, c'est dommage. Les handicapés, c'est dommage, ils ne peuvent pas accéder. Tout à fait dommage, mais il n'y a pas d'agence. Nous, on a l'EMS, on a une personne qui va passer 1 heure, 2 heures avec une personne qui est malentendante ou sourde pour comprendre ce qu'elle veut, l'aider, tout ça. Mais Alan, essayez de leur demander ce qu'ils font. Voilà. Et quand vous voyez que c'est l'État qui valide ce genre de choses, eh bien, j'espère que les territoriaux auront plus d'intelligence que l'État à ce niveau-là. Voilà. Parce qu'il y aura un marché de l'occasion. Vous allez laisser tellement de gens sur le bas-côté que ça va être une catastrophe et forcément il va falloir revenir dessus. Parce que le système obligatoire, il va exclure un certain nombre d'acteurs. Non, obligatoire, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Non, je parle des acteurs. C'est obligatoire au groupe fermé, au groupe concerné. Après, voilà. À eux d'être intelligents, mais que l'adhésion soit obligatoire, sinon vous n'aurez plus. Vous n'aurez plus la solidarité, vous n'aurez plus les équilibres des pyramidages et tout ça. De toute façon, chaque collectivité territoriale a l'obligation de faire un appel d'offres. Les contrats ou les dispositifs vont être négociés par collectivité territoriale, par collectivité et avec territoriale. Les représentants syndicaux. Et avec les représentants du personnel, effectivement. C'est les centres de gestion qui vont négocier. Ah non, c'est pas, ça doit être la collectivité. Désolé, mais là, on peut par l'UGAP. Comment? On passerait peut-être par l'UGAP, méfiez-vous. Non, certainement pas par l'UGAP. Ceci étant dit, juste pour vous dire que ces éléments de solidarité dont on parle, de quelques outils que ce soit d'ailleurs, les modalités de décrire tous les deux, mais aussi la caisse de compensation, c'est ce qui forge effectivement l'identité des mutuelles territoriales qui sont dans cette coordination des assureurs mutualistes. C'est pour ça qu'on est concurrents sur le terrain, mais la posture institutionnelle, elle est la même. Toujours défendre cette solidarité. Parce que si on y prend garde, on va se retrouver, ce qui est vrai d'ailleurs pour la fonction publique, est aussi vrai pour le secteur privé, mais on n'a pas envie de voir les cas catastrophiques auxquels on assiste à l'heure actuelle. Justement, et c'est pour ça qu'on insiste sur un outil, nous, qu'on a effectivement tenté de développer depuis 10 ans, mais qu'on va peut-être réussir à faire aboutir assez rapidement, moi j'espère, parce qu'effectivement, on voit bien les exemples du privé, on ne veut surtout pas que ça se reproduise dans le privé. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que cette caisse de compensation ne puisse pas aussi bénéficier au secteur privé. Vous avez raison. Parce que là, ce qu'on dit sur les Pays-Bas ou sur la Suisse, etc., ça concerne toutes les populations. C'est rendre obligatoire la solidarité avec les retraités. Exactement. Moi, ce que je constate au niveau de la fonction publique d'État, des jeunes qui rentrent dans la fonction publique d'État ne prennent pas de mutuelle. Bien sûr. C'est obligatoire. C'est pour ça, vous avez raison. Malheureusement, c'est pas une part. Merci.